Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Il semble, d'après vos réactions, que les quelques nouvelles que j'ai données de nos auditeurs de par le monde vous êtes intéressés, intrigués ou quelquefois agacés parce que le pays dans lequel vous êtes n'a pas été nommé. Mais nous avons des auditeurs, exactement 38 870 hors de France, dans 154 pays. Donc je veux bien faire la liste des 154 pays, mais je crains que nous n'y passions l'émission. Je préfère donc vous donner de temps en temps des extraits. Sachez par exemple que nous avons 1534 auditeurs au Maroc, 409 au Bénin, 269 dans les Émirats arabes unis, 195 en Thaïlande, 137 au Pakistan, 89 au Chili et 2 en Ouzbékistan. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Populisme » au pluriel, « Peur sur la démocratie ?» Il est ainsi chapeauté. Avis de tempête sur nos démocraties, cet automne a été marqué par une puissante poussée populiste qui a fleuri dans les urnes sur plusieurs continents, en Italie, en Suède, en Israël. À chaque fois, des digues ont cédé sous la forme de vents mauvais, portés par la peur, la rage et le ressentiment. Les courtes défaites de Donald Trump aux États-Unis en 2020 et plus récemment celles de Jair Bolsonaro au Brésil sont d'amères consolations, tant le mouvement reste dans ces pays puissants et s'est imposé son langage et ses thèmes dans le débat. Faut-il alors y voir une menace durable pour nos démocraties ? C'est ce à quoi ce numéro tente de répondre. Nous avons mis en ligne mercredi le premier de nos entretiens avec Nicolas Lormeau, acteur et même sociétaire de la Comédie Française. Il est aussi un pédagogue inlassable, tant auprès des élèves des collèges jugés difficiles qu'auprès des apprentis comédiens, qu'il s'emploie à convaincre de la nécessité de sortir des murs des théâtres et de faire œuvre de propagateur du goût de la langue, des mots et des œuvres qui permettent à chacun, s'il le veut, de sortir de la prison qu'il est pour lui-même. Merci à nos contributeurs, puissent-ils faire des disciples, et que tous se souviennent que ce n'est que jusqu'au 31 décembre que leurs contributions, qui assurent la pérennité de nos conversations, pourront être déduites de votre impôt sur le revenu, de leur impôt sur le revenu, à hauteur de 66%. Ne vous privez pas du plaisir de nous soutenir. Merci. Nous allons maintenant nous intéresser à la question de la population ou de la surpopulation, c'est-à-dire aux 8 milliards. Selon l'estimation officielle des Nations Unies, le cap des 8 milliards d'habitants a été franchi ce 15 novembre. Il devrait atteindre 10 milliards d'ici 2080. Le premier seuil est un important jalon du développement humain et un rappel à notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète, a souligné le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au moment même où se déroule la COP27 en Égypte. En à peine plus de 200 ans, la population mondiale a été multipliée par 8. 60% de cette population vit dans des pays où le taux de fécondité est inférieur au seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme. Les 2 milliards de terriens supplémentaires attendus d'ici à la fin du siècle naîtront principalement en Asie, dans une bande entre Kazakhstan et Pakistan, mais surtout en Afrique, dont la population devrait tripler. D'ici à 2050, 8 pays seulement concentreront la moitié de la croissance démographique, la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et la Tanzanie, autant de zones particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Les ONG Global Footprint Network et WWF soulignent qu'aujourd'hui nous consommons plus de ressources biologiques, forêts, poissons, terres, que ce que la Terre peut régénérer chaque année, et cette surconsommation, notamment d'énergie fossile, entraîne toujours plus d'émissions de CO2. Ces ONG considèrent qu'il faudrait 1,75 terres pour subvenir aux besoins de la population de façon durable. Si tout le monde vivait comme un habitant de l'Inde, l'humanité n'aurait besoin, toujours selon elle, que de 0,8 planètes chaque année, contre plus de 5 planètes pour un habitant des États-Unis.
Côté climat, le dernier rapport des experts climat de l'ONU, le GIEC, notait que si la croissance de la population est bien un des moteurs majeurs de la hausse des émissions de gaz à effet de serre, elle l'est toutefois moins que la croissance économique. En matière d'atteinte à l'environnement, le nombre importe considérablement moins que le mode de vie. Un Américain émet en moyenne 17 tonnes de CO2 par an, un Indien 1 tonne 76 et un Éthiopien 0 tonne 19. Selon l'économiste Alban Thomas, la planète, ou Alban Thomas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai anglicisé, la planète dispose d'assez de ressources pour nourrir 10 milliards d'êtres humains, mais cela nécessiterait de profonds changements dans nos modes de production et nos régimes alimentaires. L'humanité va vieillir. Depuis 2018, les plus de 65 ans sont plus nombreux que les enfants de moins de 5 ans. Et en 2050, leur proportion aura doublé. Ils pèseront 16% de la population mondiale. Sur cette question, la jeune Nicole Nisotto. Merci Philippe. Alors peut-être de façon un peu contradictoire, avant de nous inquiéter sur les conséquences de ces 8 milliards, moi je voudrais quand même me réjouir parce que je trouve que ce chiffre de 8 milliards cache 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que l'accroissement de la population mondiale va de pair avec un accroissement formidable de l'espérance de vie. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 70 ans d'espérance de vie, la moyenne mondiale, avec de fortes disparités, certes, alors que cette moyenne était de 47 ans en 1950. Donc on a effectivement un accroissement de la population, mais on ne peut que se réjouir des extraordinaires progrès qui ont été faits en matière de médecine et d'éducation des femmes qui permettent à ces 8 milliards de vivre quand même beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que ce chiffre de 8 milliards ne représente pas le début d'une catastrophe, mais la fin d'un pic. À partir de maintenant, nous allons rentrer dans un rythme de croissance démographique beaucoup plus long. Je rappelle que la population mondiale a doublé pratiquement tous les 50 ans depuis le début du XXe siècle. On était 2 milliards en 1920, 4 milliards en 1970, 8 milliards en 2022. Donc ça double tous les 50 ans. Et à partir de maintenant, de 2022, le rythme va être 2 fois moins rapide, puisqu'on atteindra, d'après les chiffres de l'ONU, un maximum de 10,4 milliards en 2080, et donc simplement une augmentation d'un quart et non pas du double. Et donc on est aujourd'hui, contrairement à l'impression que peut donner ces 8 milliards, on est aujourd'hui arrivé dans un tournant démographique où, certes, 8 milliards c'est beaucoup, mais où le rythme de la croissance va largement diminuer, et ça c'est une bonne nouvelle pour la planète. Alors, ayant dit ceci, évidemment, je ne nie pas les problèmes que pose une telle accumulation d'humains sur une Terre qui, elle, ne grandit pas. Mais je crois que le problème n'est pas toujours là où on dit qu'il est. Moi, je voudrais refaire 4 remarques rapidement à ce sujet. Premièrement, le problème, c'est pas la production des ressources. C'est l'exploitation des ressources, en particulier les ressources alimentaires pour nourrir les 8 milliards d'humains, on les a ou on les aura. Ce que Malthus n'avait pas prévu, c'est-à-dire l'extraordinaire effet de l'innovation technologique pour nourrir la population, nous, on le sait, et donc il y aura des innovations technologiques. Et ce n'est pas la question de la faim globale qui est posée, mais la question donc de l'exploitation des ressources naturelles, que ce soit les énergies fossiles, les minéraux, les sols agricoles. Autrement dit, le problème n'est pas un problème de faim, c'est un problème de développement, d'exploitation, enfin d'économie de la rareté dans lequel on doit rentrer. Le deuxième point, ce n'est pas un problème de consommation, mais c'est un problème de déchets. La question, c'est non pas ce que les 8 milliards vont consommer, produire, mais c'est ce qu'ils vont produire comme déchets, pas simplement le CO2 qui va effectivement accélérer le réchauffement climatique, mais en particulier, on sait que l'accroissement démographique produit des mégapoles absolument extraordinaires. Par exemple, à Bombay, 40% des 20 millions d'habitants vivent dans des bidonvilles, et on sait que les mégapoles vont atteignent déjà Kinshasa 15 millions, Karachi 15 millions. Et donc, le problème de la démographie mondiale, c'est avant tout un problème de déchets et de réchauffement climatique et de pollution à cause de ces déchets. Le troisième
troisième problème, c'est pas le nombre de la population qui inquiète, c'est le vieillissement de cette population, ce qui est le corollaire de ce que je disais au début. La bonne nouvelle, c'est que la santé progresse, mais effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est que dans toutes les sociétés, et en particulier dans les sociétés moins développées, il va y avoir un problème de gestion de cette population vieillissante. En 2050, pour l'ONU, les plus de 65 ans représenteront 15% de la population mondiale, c'est-à-dire plus que les enfants de moins de 5 ans. Donc là, on a un problème à la fois de retraite, de santé, et en Chine, déjà, on voit que la Chine, qui est déjà en décroissance, en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, le tiers de la population chinoise aura plus de 65 ans. Et pour le régime chinois, je crois que c'est un problème beaucoup plus important que le problème de Taïwan. Et je vais terminer sur la quatrième fausse question. La question, c'est pas le problème de la démographie mondiale, parce que je pense que, comme je l'ai dit, on peut le gérer, mais c'est le problème de l'Afrique. L'explosion démographique, c'est essentiellement une explosion de la démographie en Afrique. L'Afrique a le taux de fertilité des femmes le plus élevé de tous les continents. C'est à peu près 4,5 enfants par femme, même si ça a baissé depuis les années 80. C'était à 6 enfants par femme. Maintenant, c'est à 4,5. Or, le taux de la croissance économique en Afrique est 1000 fois inférieur au taux de la croissance démographique. Et donc, si l'Afrique, en 2050, représente un tiers de la population mondiale, là encore, comme le prévoient les études des Nations Unies, on a un problème mondial, occidental certes, mais mondial, d'aide à la population africaine pour trouver des formes de croissance durable. Et je termine en disant, les solutions, c'est évidemment pas d'interdire de faire des enfants, ça n'est évidemment pas l'espèce de robespierrisme écologique que l'on voit poindre un peu partout. Le problème, c'est l'éducation des femmes. Et là, d'ailleurs, les écolos, quand ils disent que la solution, c'est d'arrêter de faire des enfants, c'est encore une fois les femmes qui sont les victimes. Et le dernier chiffre que je voudrais citer, parce que c'est une étude que je trouve extrêmement intéressante, de l'UNESCO. En Afrique subsaharienne, les femmes non scolarisées ont 6,7 enfants en moyenne. Quand elles vont à l'école primaire, ça tombe à 5,8. Et quand elles vont à l'école secondaire, ça tombe à 3 enfants par femme. Et donc, on voit bien que la solution du problème africain, c'est quand même l'éducation des filles. Marc-Olivier Panis. Je suis assez d'accord avec la présentation de Nicole, c'est-à-dire qu'on n'est pas confronté à un problème de surpopulation ou, comme on l'a dit trop longtemps, à une bombe démographique. En fait, la situation est d'ailleurs assez passionnante, c'est qu'on commence à voir le début d'un retournement. Alors évidemment, quand on dit qu'on était 1 milliard en 1800 et que pour passer à un 2e milliard, il a fallu attendre 1927, et que par contraste, on était 7 milliards en 2010 et qu'on est 8 milliards en 2022, c'est-à-dire que le milliard supplémentaire est arrivé en 12 ans, on a l'impression que les choses s'accélèrent. En réalité, ce n'est pas le cas. C'est le contraire. La vitesse de croissance de la population a baissé. Et en fait, il baisse déjà depuis les années 70. Il a été divisé par 2. C'est-à-dire que la population mondiale, ce qu'a dit Nicole, augmentait de 2% par an entre 1965 et 1970, et maintenant il augmente de 1% par an, et ça va continuer, disons, le rythme d'augmentation va continuer à baisser. Donc, la population mondiale va stabiliser puis diminuer. Alors, je voudrais faire 3 remarques un peu complémentaires de ce point de vue-là, ou certaines. 1 sur les variations régionales, 2 sur le vieillissement, 3 sur l'Afrique. D'abord, les variations régionales sont importantes. C'est-à-dire que la population ne croît pas partout dans le monde. Et il y a d'importantes zones géographiques où la population baisse déjà. Par exemple, en Chine, on a tous en tête le fait que la Chine est le pays le plus peuplé du monde, mais c'est terminé. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, c'est demain, la population chinoise va baisser. Et l'Inde va passer devant la Chine en nombre d'habitants. Mais même en Inde, il y a certaines régions où le taux de fécondité est inférieur au taux français. Et donc, on a des phénomènes très rapides. Mais vous avez des pays comme le Japon qui perd déjà 750 000 habitants par an.
En Corée du Sud, le taux de fécondité est de 0,9 enfants par femme et la population a commencé à baisser depuis 2021, alors que les démographes pensaient que ça baisserait en 2029, donc c'est beaucoup plus rapide. Mais même l'Europe, si on regarde simplement ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire les naissances par rapport aux décès, l'Europe perd 1 million d'habitants par an. Alors c'est compensé par l'arrivée de migrants, et encore pas partout, parce qu'un pays comme l'Italie, par exemple, qui ne veut pas accueillir de migrants, voit sa population baisser. Parce que, contrairement à l'Allemagne, qui accueille des migrants aussi, en Italie, la population a baissé. En Hongrie, ça fait 10 ans qu'ils perdent 350 000 habitants par an. Et ils ne veulent pas non plus accueillir d'immigrés. Alors évidemment, c'est aussi parce que les jeunes s'en vont. Mais non, là, je parle pas du solde migratoire, je parle du solde naturel. Bref, et où je passe. La Russie, taux de fécondité est autour de 1. La Russie perd 430 000 habitants en 2022. Et là, je parle même pas des 200 000 jeunes qui sont partis pour échapper à la conscription, etc. Bref, la situation, il ne faut pas simplement prendre le chiffre global, mais on voit localement que sur certaines régions, la population est déjà en baisse, avec des effets politiques qui peuvent être inquiétants, parce que certains auteurs, comme Ivan Krastev, par exemple, font le lien entre le raidissement politique et la baisse de la démographie. Si vous prenez le cas de la Hongrie et de l'Italie, c'est tout à fait frappant. Deuxièmement, effectivement, comme l'a dit Nicole, le grand problème qui est devant nous, c'est plutôt le vieillissement. Et c'est ce qu'on voit en Chine, et c'est la fin de ce que les démographes appellent le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est quoi ? C'est quand vous avez une population relativement jeune, vous avez une population en âge de travailler qui est nombreuse, qui est active, qui est dynamique, et qui a peu à payer pour les classes âgées. Et il y a un moment où, quand les classes âgées deviennent plus nombreuses, eh bien, c'est la fin de ce dividende démographique. Vous avez un poids des dépenses sociales qui augmente, et ça, c'est compliqué, c'est le nouvel enjeu. Troisièmement, l'Afrique. Alors, je rejoindrai complètement ce qu'a dit Nicole sur l'éducation des femmes, mais en revanche, je n'utiliserai pas l'expression de dire que l'Afrique est un problème. Lionel Zinzou en parlerait beaucoup mieux que moi, bien sûr, mais c'est une difficulté dans nos relations avec les pays africains de leur dire « votre démographie nous pose un problème ». Parce qu'ils n'acceptent pas ce type de regard, excuse-moi, néocolonial. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est à eux de gérer leur stratégie démographique comme ils l'entendent, et que ce n'est pas à nous de leur donner des leçons. Donc, quel est le message vis-à-vis de l'Afrique ? Il y a un message qui a été, qui est organisé au niveau international. Et d'ailleurs, à Paris, en juin 2021, il y avait eu une grande rencontre sur le sommet qui s'appelle le Forum Génération Égalité, pour défendre les droits des femmes et la libre disposition de leur corps, en mettant un ensemble, pas simplement la reproduction, mais l'ensemble de ce qu'on appelle les droits et la santé sexuelle et reproductive, c'est-à-dire un ensemble de droits qui sont inséparables simplement de la procréation, c'est-à-dire l'accès à l'éducation, comme l'a dit Nicole, mais l'accès aussi à l'information, l'accès aux soins, l'accès aux méthodes contraceptives et à l'avortement, et puis la protection contre les violences sexuelles telles que le viol, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les mariages précoces, etc. Donc il faut déplacer le regard de la menace, entre guillemets, démographique à la défense du droit des femmes dans le cadre de ce que la France a développé, d'ailleurs, qui s'appelle une diplomatie féministe, et dans le cadre d'une aide au développement qui prend en compte ce nouveau régime des droits sexuels et reproductifs, parce que c'est comme ça qu'on peut entamer un dialogue avec les pays africains. Isabelle de Golemin. Oui, alors rapidement, parce que moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais peut-être moi il y a quelque chose qui me choque assez profondément, c'est que depuis quelques années, on ne parle de cette bombe, entre guillemets, démographique qu'au moment des COP. C'est-à-dire qu'avant, alors dans les années 70, tous les ans, mais c'est la même semaine à peu près toujours. Et dans les années 70, on disait déjà on va être trop nombreux, etc. Mais on mettait en face le problème de l'épuisement des ressources naturelles. Et maintenant, on fait ça au moment des COP, ce qui veut dire en gros, on va être trop nombreux et c'est à cause de ça que l'environnement se dégrade. Et d'ailleurs, en 2017, moi ça m'avait particulièrement choqué, il y avait 15 000 scientifiques qui avaient sorti au moment de la COP 2017 un avertissement à l'humanité en disant qu'on était trop nombreux. Donc il y a une espèce de... Voilà,
on est trop nombreux et c'est à cause de ça qu'il y a des gens qui polluent. Donc ceux qui polluent, c'est ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est ceux du Sud. Alors justement, c'est ceux qui polluent le moins. Donc il y a une espèce de double peine qu'on va mettre sur le dos de ces gens. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, effectivement, une vision très occidentale des choses est complètement tordue. Alors en plus, ce qu'a très bien dit Nicole, c'est que ça va pas comme raisonnement. C'est-à-dire qu'on peut dire, effectivement, on a des jeunes aujourd'hui en France qui disent « moi, je veux plus d'enfants ». Ben, moi, j'ai envie de leur dire « faites des enfants et prenez pas l'avion ». C'est complètement idiot de dire je veux plus d'enfants. Il faut voir qu'est-ce qui vraiment va avoir un impact sur l'environnement en termes de CO2, etc. Effectivement, un Américain qui naît, c'est beaucoup plus polluant qu'un Indien qui naît aujourd'hui. Donc cette histoire d'enfants, pas d'enfants, ça va pas. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, je trouve, c'est que ça pose bien le problème de l'écologie quand même. C'est-à-dire que effectivement, qu'est-ce qui se passe ? On a découvert qu'on avait des limites. Et qui dit limite, évidemment, d'ici la population augmente, voilà, on est un peu comme sur une île. D'ailleurs, c'est marrant que en Grande-Bretagne, ils ont toujours été assez malthusiens, sans doute parce que c'est une île. Mais effectivement, ça pose vraiment le problème, non pas des limites et qui est-ce qu'on tue pour que tout le monde puisse vivre. Dans ce cas-là, on va tuer les vieux parce qu'ils polluent beaucoup plus que les petits-enfants. Mais ça pose beaucoup plus le problème du partage. Et c'est vrai que ça devrait nous conduire, il me semble, à voir le problème de la décroissance dont on parle beaucoup, non pas en forme de on décroît, on est moins nombreux, mais sous une forme de partage. Comment est-ce qu'on partage mieux ? Et effectivement, pour un certain nombre de gens, dont nous, ça veut dire quand même un peu décroître, non pas en termes de population, mais en termes de consommation, d'habitude de vie et de mode de vie, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez malséant de toujours poser la problématique de la démographie au moment des COP, parce qu'il y a des rapprochements. Et puis alors après, on sait bien que la démographie, ça a toujours été l'occasion de manipulations idéologiques et religieuses d'ailleurs. Hein. On a demandé, l'Église québécoise a demandé aux Québécois à un moment de faire beaucoup, beaucoup d'enfants pour les renforcer par rapport aux anglophones anglicans. La revanche des berceaux. La revanche des berceaux. En Irlande, ça a été pareil. Donc on sait bien qu'il y a et puis aujourd'hui, les orthodoxes juifs en Israël, enfin, on sait bien qu'il y a des manipulations qui sont dangereuses. Il y a aussi des manipulations dangereuses parce que, effectivement, qui dit bombe, entre guillemets, démographique, dit immigration. Et voilà, et c'est le grand remplacement, etc. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une responsabilité des scientifiques qui comme ça, sortent leurs alertes à des moments bien précis et ensuite des médias pour expliquer que les choses sont beaucoup moins simples que ce qu'on pense. À propos du problème que poseraient les vieux, on peut se souvenir que le biologiste Jean Rostand, le fils d'Edmond, disait « ce qui vieillit le moins vite, c'est le vieillard ». Jean-Louis Bourlanges. Chic, enfin une bonne nouvelle. Oui, c'est la première réaction à ce que vient de dire Isabelle. C'est assez fantastique de voir à quel point on a des discours étranges sur notre culpabilité d'être présent. C'est au bout du compte, excusez-nous d'être là, il faudrait mieux qu'on disparaisse. On a semé du trouble et si on n'était pas là, le trouble disparaîtrait. Ça me fait penser vraiment à un célèbre dessin de ce malheureux Sampé qui vient de nous quitter il y a quelques semaines et qui présentait deux petits vieux dont l'un disait à l'autre « Mais la solution est en vous, mon cher Brochant, faites-vous sauter le caisson ». Et on a l'impression que c'est ça le discours qu'on tient à l'humanité. Alors il y a des choses extraordinaires, par exemple les études sur l'empreinte carbone de tout nouvel enfant qui apparaît, où on dit que c'est 60 tonnes. Alors c'est un chiffre absolument hallucinant. Comment est-il calculé ? Parce qu'on calcule tous les enfants de cet enfant. Donc, on dit, c'est une contribution sur 30 générations, effectivement, sur 10 générations, on arrive à des chiffres totalement aberrants. Donc, il faut quand même savoir que ce que nous avons fait sur Terre n'est pas totalement inintéressant et que la solution préconisée par l'ancien ministre néo-collapsologue Cochet, à savoir cessons de faire des enfants, disparaissons et l'ordre naturel reprendra ses droits, n'est pas forcément la solution. Reconnaissons qu'il a disparu. Comment ? Reconnaissons qu'il a disparu. Il a joint l'exemple à la parole. Alors, moi, je trouve que ce problème est posé. On a effectivement des chiffres qui sont très intéressants et qui montrent que le problème n'est plus massivement celui de l'augmentation globale du nombre d'habitants sur Terre, mais celui de la régionalisation. Et là, il faut quand même voir que
on a une zone de fracture extrêmement précise et qui nous concerne directement, c'est la zone méditerranéenne, c'est-à-dire au nord, les Européens sont les plus sages, les plus modérés, les moins actifs sur le plan de la reproduction. La reproduction, je ne suis pas sur le reste, on fait beaucoup de bêtises par ailleurs, mais et on est confronté à l'Afrique qui reste alors, en termes statistiques, l'anomalie par rapport au reste du monde. Il y a effectivement l'ensemble pakistano-indien qui continue de faire beaucoup d'enfants, mais comme vous l'avez dit, ça se réduit. Et là, en revanche, en Afrique, on a une explosion démographique considérable. Je crois que c'est quand même un phénomène qui doit nous parler très spécifiquement à nous, Européens. Ça pose directement les problèmes migratoires. Ça ne peut que s'aggraver avec le réchauffement climatique. Là, on a un vrai problème. Et je crois c'est pas des statistiques onusiennes qui nous permettront de le régler. Donc, on a véritablement une confrontation ou une coopération nord-sud qui est déterminante. La seconde observation, c'est que, en réalité, le problème qui est posé, et est-ce qu'il y a trop d'enfants? Est-ce que c'est ça la cause Alors, le second problème, c'est quel est le défi lancé par la surpopulation? Est-ce que c'est les ressources, notamment les ressources alimentaires, ou c'est ce que Nicole a appelé les déchets, en tout cas cette partie très sensible des déchets, que sont la production de gaz à effet de serre? Il est évident que sur les ressources, on devrait pouvoir maîtriser cela à condition d'avoir un modèle de croissance, de développement alimentaire, etc., qui soit plus économe, ce qui pose un problème important. Notamment, c'est le recours à cette viande genrée par excellence, selon Madame Rousseau, qu'est la viande de bœuf. Là, on a un problème. Mais globalement, on a un problème sur l'eau aussi. Il faut bien, mais enfin. Je crois que tous les économistes disent que avec la stabilisation relative et même assez complète, il y a des variations. Certains disent qu'on atteindra le maximum très rapidement, d'autres un peu plus lentement, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on s'oriente vers un plateau suivi d'une décroissance. Donc, on devrait pouvoir maîtriser cet aspect-là. Sur l'aspect empreinte carbone, c'est beaucoup plus délicat. Et là se noue la polémique entre ceux qui disent il y a trop d'enfants et ça, c'est la responsabilité des sociétés du Sud, notamment des sociétés africaines, et ces sociétés qui nous répondent, c'est pas ça le problème, puisque les Africains, et qui sont peut-être trop nombreux, consomment extrêmement peu et génèrent extrêmement peu d'empreintes carbone, alors que les Européens, et surtout, bien davantage encore, les Américains, génèrent, eux, des gaz à effet de serre de façon massive. Donc le problème n'est pas la démographie, le problème, c'est le genre de vie, etc. Bon, voilà comment... Alors là, je crois que ce problème est quand même, du coup, assez mal posé. Ça, c'est vrai, ce qu'on vient de dire. Les Africains ont raison de dire ça. Mais ce qui est mal posé, c'est au plan des solutions. Parce que qu'est-ce qu'on fait comme solution? Alors, si on dit, donc, la question du nombre n'est pas importante et les Européens se vantent d'une démographie relative et c'est très facile pour eux, mais c'est pas le problème. C'est pas vrai. Le fait qu'à partir du moment où nous avons une empreinte carbone forte, le fait que nous modérions notre démographie, c'est un apport considérable. Parce que si nous ne le faisions pas, si nous étions dans une croissance démographique comme celle que nous connaissions antérieurement, on aurait à ce moment-là une explosion des émissions à gaz à effet de serre. Donc on a, en modérant notre population, on a une contribution importante. Et là, deuxièmement, c'est vrai, ils ont raison, les Africains et les pays en développement, de dire on ne peut plus continuer à vivre avec le modèle américain. Nous, Européens, nous ne sommes quand même pas si mauvais. On a quand même baissé
nos émissions de carbone par rapport, on continue d'en émettre trop, mais on a considérablement baissé, alors que les Américains sont à des niveaux stratosphériques bien plus élevés que nous. Donc on doit continuer sur cette voie, mais on n'est pas complètement mauvais. Mais surtout, le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'antinomique. On ne va pas générer un modèle de développement qui sera le modèle d'Africains qui crèvent de faim ou d'Indiens qui vivent dans des situations extrêmement précaires, en disant ça ne génère pas d'effet de gaz à effet de serre. Donc il faut trouver pour ces pays un modèle de développement qui s'accompagnera sans doute à ce moment-là d'une réduction démographique, mais un modèle de développement qui leur permette d'accéder à une relative aisance sans accroître considérablement le gaz à effet de serre. De ce point de vue-là, la générosité est importante. La générosité ne suffit pas. On a une véritable interrogation sur le modèle. Notre modèle est peut-être surconsommateur, mais leur modèle n'est pas adapté aux exigences, aux aspirations de l'humanité. Nicole Nisotto. Je voulais juste répondre à Marc-Olivier Padis, qui m'a bizarrement reproché de tenir un discours néocolonial. Quand je dis que l'Afrique est le problème démographique, c'est évidemment un problème pour eux. D'abord, quand on regarde les trois courbes, la courbe de la sécheresse, l'augmentation de la sécheresse, la courbe de la croissance démographique et la courbe de la croissance économique qui stagne à 2% depuis quelques années, eh bien, les Africains, qui seront un tiers de la population mondiale en 2050, ont un vrai problème de survie. Et donc, moi, je veux bien qu'on dise c'est la responsabilité des Africains, faut pas donner de leçons aux femmes, mais si c'est ça, à ce moment-là, que penser de l'aide au développement ? Autrement dit, moi je crois que du point de vue européen, il y a une vraie responsabilité vis-à-vis de l'Afrique qui est 1, on fait de l'aide au développement, 2, on fait de l'aide au développement durable et on s'engage à la COP21 de leur donner de l'argent pour croître proprement, et troisièmement, on fait de l'aide au développement à l'éducation des femmes. Moi je suis pour, par exemple, que dans les accords commerciaux que l'Union européenne signe avec les pays africains, on ait des clauses de conditionnalité non pas sur la lutte contre le terrorisme ou je ne sais quoi, mais sur le respect de la condition féminine, de l'intégrité physique féminine. Ça, je crois qu'on doit le faire. Et c'est pas faire du colonialisme que dire qu'on aidera la cause des femmes en Afrique. Isabelle de Goldman. Oui, moi je vais répondre à Jean-Louis par rapport à ces modèles de développement, parce que je pense qu'il faudrait quand même revenir finalement à la base. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants ? Pourquoi est-ce que on a tous, sans doute autour de cette table, des grands-mères qui avaient 8 ou 7 enfants, etc. Simplement parce qu'à une époque, on faisait des enfants pour assurer la reproduction, parce qu'il fallait, d'ailleurs, c'était le grand message des religieux, parce qu'il y en avait beaucoup qui mouraient, et puis ensuite assurer les retraites, entre guillemets, des gens plus âgés. Mais une femme, il y a sans doute des femmes très heureuses qui ont 8 enfants, mais enfin, objectivement, c'est sans doute pas très souhaitable d'avoir 8 enfants quand on est une femme. Donc moi, je pense que le vrai problème, c'est de voir pourquoi les femmes font des enfants dans les pays du Sud, et c'est vrai que c'est un problème d'éducation et de développement. Elles vont s'arrêter de faire des enfants le jour où, effectivement, il y aura, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, le développement économique commence et commence à permettre de prévoir une vie plutôt bonne avec 3 ou 4 enfants, voire 2 enfants ensuite, etc. Donc effectivement, je pense qu'il faut d'abord parler des femmes, de l'éducation des femmes, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on donne, alors j'ai pas du tout le discours du Vatican là-dessus, mais c'est vrai que quand on dit il faut donner la pilule à toutes les femmes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est d'abord l'éducation, c'est d'abord le modèle de développement, c'est d'abord l'assurance que vous allez avoir des enfants qui vont vivre et qui vont vivre vieux et qui vont vous aider ensuite. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord se demander pourquoi ces gens-là font beaucoup d'enfants avant de parler de modèles de développement plus ou moins bien. Vous avez raison, Isabelle, mais je ne sais vraiment pas pourquoi vous me répondez à moi, parce que je n'ai pas du tout dit quelque chose de différent de ce point de vue-là. Je suis tout à fait d'accord avec le fait, avec ce qu'a dit Nicole, à savoir que le problème de l'éducation des femmes est fondamental. Dans la loi que nous avons votée récemment sur l'aide au développement au sein de l'Assemblée nationale, c'est une des très très grandes priorités par rapport
le rapport aux femmes, l'éducation des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, et le fait d'arracher les femmes à une situation de dépendance comme elle est actuellement, c'est fondamental. Simplement, ce qui est clair, et c'est pour ça que je suis pas du tout en désaccord, c'est qu'il y a un lien, tout le monde le dit, entre le fait de réduire l'accroissement démographique, enfin le freiner, et le fait de changer de modèle de développement. La question que je posais, c'est de savoir quel modèle de développement peut-on, pour d'immenses quantités de population, générer sans créer un immense appel à l'augmentation des gaz à effet de serre, fondé sur notre propre modèle. C'est là la question. Est-ce que les Indiens, les Africains, etc., peuvent accéder à une relative aisance sans avoir assez massivement les mêmes inconvénients, sans créer les mêmes inconvénients que ceux que nous avons créés dans le monde occidental développé? Marc-Olivier Padis. J'aurais juste 2 points par rapport à ce qu'a dit Nicole Niesotto. On est d'accord sur l'éducation des femmes. Je crois que c'est un consensus très fort et c'est déjà un axe des politiques de développement et de diplomatie. Je voudrais juste dire qu'on ne peut pas prendre de façon d'une image fixe du lien entre croissance économique et démographie. Il y a un rapport d'entraînement mutuel entre la croissance de la population et la croissance de l'économie. Donc, ne faisons pas de pronostics pessimistes sur l'avenir de l'Afrique. C'est un continent qui va se développer à mesure que sa population se développe, comme ça s'est passé partout ailleurs. Et je reprendrai juste un mot par rapport à ce qu'a dit Jean-Louis. Il n'y a pas d'anomalie africaine. Parce que l'Afrique a entamé, comme tout le monde, son processus qu'on appelle de transition démographique. C'est-à-dire que le nombre d'enfants par femme baisse en Afrique, ce qui fait l'augmentation de la population. Même au Niger, qui est le pays où c'est le plus au monde, mais partout ailleurs, alors toute l'Afrique du Nord, ça a déjà complètement baissé. Mais donc, c'est pas sur le même rythme. C'est-à-dire qu'en Amérique du Sud, la transition démographique, c'est-à-dire l'ajustement à la baisse de la natalité s'est fait beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu. Et c'est plus lent en Afrique. Mais ça a commencé. L'anomalie, ce serait qu'il n'y ait pas du tout de transition démographique. L'anomalie était une provocation terminologique, bien sûr. Je vous remercie. Avant de passer au sujet suivant, je voudrais signaler à tous nos auditeurs une innovation qui concerne le compte-rendu analytique, le compendium que nous publions, que Benoît Carré réalise et que nous publions chaque semaine. Depuis mercredi dernier, il est possible de recevoir toutes les semaines, donc chaque mercredi, à 11h du matin, dans sa boîte mail, le compendium en question. Il suffit pour ça de s'inscrire, ça ne coûte évidemment rien, et vous trouvez toutes les possibilités où vous nous écrivez pour nous demander de vous inscrire et vous aurez automatiquement ce compendium dans votre boîte. Notre lettre d'information a d'ailleurs donné là-dessus toutes les indications qui peuvent vous être utiles. Quelques mots pour le temps un peu court qui nous reste. Nous avions prévu de parler non pas de l'avenir de l'humanité, mais de l'avenir de la NUPES, ce qui est une importance considérable, mais peut-être moindre que le sujet précédent. En 6 mois d'existence, cette NUPES a dû affronter plusieurs crises. Plusieurs députés ont été mis en cause pour des histoires liées à des abus sexuels. Un écologiste également, un écologiste de France Insoumise. Les Français, 64% d'entre eux, ont estimé que ces incidents ont décrédibilisé l'ensemble de cette alliance. Ils sont également une majorité à penser chez les sympathisants de gauche, 52%, que cette alliance a pris un coup dans l'aile, tandis que des divergences sont apparues entre les composants de cette alliance sur Taïwan, sur la dénonciation de l'apartheid en Palestine, sur la valeur travail, et les partis de la coalition ont dû ferrailler ensemble contre le budget imposé par le gouvernement à coup de 49.3. La première motion de censure portée le 24 octobre par toute la NUPES. Après cette première motion de censure, des désaccords sont apparus sur l'opportunité d'en déposer une à chaque utilisation du 49.3. Le 31 octobre, le groupe LFI a voté comme un seul homme une nouvelle motion de censure, mais près de la moitié des députés PS a manqué à l'appel. La déperdition a été moindre au sein des communistes, mais 6 membres sur 22 ont quand même refusé de soutenir cette motion. Et chez les écologistes, 4 sur 23, et chaque fois, les voix du Rassemblement national se sont joints à celles de la NUPES. De nouvelles divergences sont apparues aujourd'hui, alors que le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur sur la sécurité est examiné depuis le 14 novembre. La NUPES
tente d'harmoniser sa stratégie malgré des positions discordantes de ses différentes composantes sur la sécurité. Alors que l'affaire de l'Ocean Viking, le navire transportant quelques 234 migrants, dont 37 enfants accueillis à Toulon le 11 novembre, a rouvert le dossier de l'immigration. Le gouvernement prépare un nouveau projet de loi sur ce sujet et différentes sensibilités émergent de nouveau au sein de la NUPES. Le PS ne voit pas d'un mauvais œil la mise en place d'un titre de séjour pour les métiers en tension, tandis que Jean-Luc Mélenchon continue de surfer sur une ligne de crête entre discours humanitaire et reconnaissance des frontières, et que l'hypothèse d'un titre de séjour hérisse le secrétaire national du Parti communiste. Dans les mois à venir, plusieurs échéances internes attendent des différentes composantes de la NUPES. À partir du 10 décembre, les écologistes seront en congrès. Le même jour, la France insoumise tiendra son assemblée représentative. Les socialistes suivront en janvier, alors que la ligne tenue par Olivier Faure est contestée par un certain nombre d'entre eux. Le Parti communiste fermera le banc avec son congrès en avril sur cette question. Marc-Olivier Padis. Je me suis interrogé pour traiter ce sujet, de savoir en fait de quoi on parle exactement quand on parle de la NUPES. Et je suis arrivé, il y a 6 réponses possibles en fait. C'est-à-dire que la première réponse, c'est que la NUPES, c'était une alliance électorale lors des dernières élections législatives. Mais une alliance électorale assez étrange dans laquelle il n'y a pas eu de négociation transparente sur le programme, il n'y a pas eu de validation des programmes par les militants, il n'y a pas eu d'arbitrage sur des désaccords de fond, comme le programme économique, etc. Je dis ça parce que j'ai toujours un peu l'exemple allemand en tête. Quand il y a une coalition électorale en Allemagne, il y a un accord écrit, public, qui est validé par les adhérents des différents partis lors d'un congrès ou d'un vote interne qui souscrit à l'ensemble du programme qui a été fait. Bref, il y avait une alliance électorale. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, puisque il y a des députés qui ont été élus. Ensuite, il y a eu un parlement de la NUPES. Avec une composition, il y a toute une liste, on peut aller voir sur un site internet, il y a des gens qui sont membres de ce Parlement, avec des membres de la société civile, du mouvement associatif, des artistes, des intellectuels, etc. Alors je suis allé voir ce qu'il y avait comme actualité du Parlement de la NUPES, pour savoir si c'est un Parlement qui fonctionne, et c'est intéressant, quand on va sur le site, on voit que la dernière actualité sur la page d'accueil date du 7 juin, et d'ailleurs, c'est assez intéressant. 7 juin de cette année. De 7 juin de cette année. Et c'est assez intéressant parce que c'est la vidéo d'une conférence de presse sur le programme économique qui répond à une critique qui avait été formulée par Terra Nova sur la solidité du programme économique de la NUPES. Bon. Donc c'est une réponse définitive. Troisièmement, oui c'est ça, il n'y avait pas besoin de suite. Troisièmement, il y a un intergroupe de députés de la NUPES qui existe, mais le président Bourlange pourra compléter. Si j'ai bien compris, un intergroupe, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le règlement interne de l'Assemblée, et donc c'est quelque chose de complètement informel, qui n'a aucune règle, qui n'a aucun statut, aucune règle de fonctionnement. Ensuite, il y a aussi ce qu'ils appellent une interorga, c'est-à-dire une réunion des représentants des organisations de la NUPES, et donc ça, par définition, c'est à la discrétion des partis politiques. On ne sait pas comment ils se réunissent, est-ce qu'ils se réunissent, de quoi ils discutent, qu'est-ce qui est tranché, etc. Donc, on est vraiment, finalement, dans un grand flou. Et quand on cherche, on voit qu'il y a eu une velléité à un moment de lancer des associations locales de la NUPES. Je ne sais pas si ça existe, localement, que les gens des différents partis, les militants, se réunissent. Et un club de réflexion. Alors celui-là, peut-être clandestin ou en tout cas très discret, on n'en entend pas parler. Donc, en fait, les membres de la NUPES disent on va fonctionner ensemble, tout doit rester informel, c'est de la coordination, etc. Mais ça ne peut pas fonctionner, me semble-t-il, avec tous les sujets politiques qu'il y a à discuter, dont Philippe Meyer a rappelé toute l'importance. Donc, comment, dans des conditions pareilles, avancer sur la question des programmes, les divergences politiques, idéologiques, etc. D'autant plus que, c'est mon dernier point, le prochain rendez-vous électoral français, c'est les élections européennes.
Et un des sujets majeurs de divergence au sein de la NUPES, c'est la question européenne, puisque dans le programme de la France insoumise, il y avait écrit noir sur blanc le principe de désobéissance européenne, qui veut dire en réalité une confrontation directe avec les instances européennes, mais aussi avec un certain nombre de principes, avec un certain nombre de politiques, avec un certain nombre de régulations. Et derrière ce terme un peu vague de désobéissance européenne, un peu France insoumise, enfin insoumis, en fait, c'est une contestation centrale de la participation de la France au projet européen. Ce qui est absolument impossible à accepter pour les Verts et les socialistes, qui, avec beaucoup de formules alambiquées, à l'époque des élections législatives, avaient dit plus ou moins qu'ils n'étaient pas d'accord, mais que en fait, c'était pas très important. Et ben maintenant, pour les prochaines élections, ça va être important. Donc, je ne vois pas aujourd'hui où est le lieu d'arbitrage politique de tous ces désaccords. Nicole Lisoto. Oui, alors ce sujet fondamental m'a permis de relire la fable de La Fontaine, La Carpe et le Lapin, qui se termine ainsi, ou à peu près, c'est presque la fin. L'heure de la retraite sonne, foin d'amour loufoque. Eh bien, voilà, c'est ce qui arrive à la NUPES, foin d'amour loufoque, la carpe et le lapin, ça peut pas rester ensemble. D'ailleurs, c'est une fable assez érotique qui est pas à mettre entre toutes les mains, mais qui va bien avec la NUPES, puisqu'ils n'arrêtent pas, en tout cas Madame Rousseau n'arrête pas de faire condamner les hommes, elle a raison d'ailleurs, pour violences sexuelles. Pardon ? Rien. Donc, voilà. Donc, est-ce que la crise de la NUPES est inévitable ? Oui, c'était une alliance totalement baroque. Emmanuel Macron a même dit en Antenne 2 une coalition baroque du côté du désordre. C'était une alliance purement tactique, électoraliste, entre des gens qui n'ont rien en commun, sauf la soif de pouvoir. Et d'ailleurs, ça a marché. Ils ont ensemble 151 députés. Et donc, un certain nombre de personnes ont sauvé comme ça leur siège. Mais je rappelle quand même les scores, parce qu'il ne faut pas oublier. Le PS a fait 1,75 grâce à Madame Hidalgo, les Verts 4,6, le PC 2,28 et Mélenchon, LFI, donc 22%. Et donc, c'était une alliance purement électoraliste. Les élections étant terminées, je pense que la crise est inévitable, d'autant que ils sont en crise à l'intérieur de chacun des partis. À LFI, Mélenchon, qui n'est plus rien en tant qu'élu, donc est un peu marginalisé. Le futur chef, monsieur Adrien Quatennens, a été évincé grâce à Madame Rousseau. À l'intérieur des Verts, Sandrine Rousseau a réussi à tuer et Jadot et Bayou. Il n'y a que le Parti communiste qui est en crise avec rien. Qui n'est pas en crise avec lui-même. Et quant au PS, il est en crise avec les autres. Dieppe qui a voté Mélenchon, par exemple. Oui. Quant au PS, il est en crise avec les autres, et c'est surtout les vieux caciques du PS à l'intérieur de l'alliance qu'a fait Olivier Faure qui n'arrêtent pas de taper contre ces pauvres socialistes. Et donc, on voit bien que ça ne peut pas tenir. La vraie question est, est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Moi, je crois que la réponse est oui et non en même temps. Oui, pourquoi ? Parce que ça suffit de voir ce groupe de députés qui décrédibilise complètement l'action parlementaire, le respect des institutions, ne serait-ce que la tenue vestimentaire. On est la risée de nos partenaires européens, avec des déclarations sur les surmulots, sur le travail est une idée de droite, sur la police tue, et que sur le barbecue qui serait genré, etc. Donc on est la risée, donc il faut se réjouir. Si cette crise aboutit à une rupture, à un divorce, à une retraite, comme dit La Fontaine, mais en même temps, je crois qu'il faut s'en inquiéter parce que ce que fait le seul effet politique de la NUPES aujourd'hui, c'est de crédibiliser le Front National. Et devant l'ineptie de la NUPES, le Front National apparaît comme un rassemblement raisonnable, qui travaille, qui avance son chemin. Et ça, je crois que c'est très inquiétant. Isabelle de Golemin. Oui, je ne sais pas si je serais aussi pessimiste ou optimiste, ça dépend où est-ce qu'on se situe, sur la probable rapide fin de la NUPES, parce que en fait, ça tient quand même, alors qu'ils sont effectivement d'accord sur rien. Et d'ailleurs, ce qui est peut-être le plus grave, c'est qu'ils ne sont même pas d'accord sur la démocratie. C'est-à-dire que quand on voit certaines déclarations de Corbière, qui sont complètement antidémocratiques quand même, c'est un peu gênant d'avoir de tels dysfonctionnements, de telles différences sur quand même le principal de ce qui nous unit. Donc là, effectivement, ils sont d'accord sur rien, mais n'empêche que ça marche parce que
c'est une alliance qui n'est même pas une alliance électorale, c'est un espèce de coup de politique, d'arithmétique pour pouvoir sauver quelques sièges. Donc, en fait, les socialistes plus modérés sont quand même dans la main de LFI. Et puis, en fait, ça leur permet quand même d'exister face au Front National. Il y a quand même 151 députés comme ça qui arrivent à exister. Ils se voient quand même pas mal entre eux. Et on a l'impression que tant qu'ils sont dans l'opposition, finalement, c'est pas très grave qu'ils soient d'accord sur rien, puisqu'ils sont juste d'accord contre. Donc, moi, je suis pas forcément pessimiste. Après, est-ce que c'est bien ? Non, évidemment, c'est pas bien. Et notamment, et là, on peut effectivement regretter. On a pu regretter pour tout le débat sur la taxation des surprofits, où du coup, les socialistes, qui étaient sans doute plus modérés, n'ont rien pu faire. Et pour l'immigration, ça risque d'être pareil. C'est-à-dire que les quelques avancées du gouvernement vers une régularisation et une immigration pour les métiers à tension risquent de tomber à cause de cette NUPES-là, parce qu'ils vont sans doute pas aller jusqu'au bout d'un soutien du gouvernement. Donc, à la fois, ça tient, c'est comme, et pourtant elle tourne. Pour l'instant, en tout cas, ça marche. Ça marche parce qu'ils sont dans l'opposition, ça leur permet d'exister, mais c'est vraiment au détriment de la richesse du débat parlementaire et surtout de notre pays et du bien commun. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait être une décision un peu collective sur le bien commun ne peut pas avoir lieu à cause de cette NUPES qui ne peut être unie que contre. Donc, du coup, elle va jamais être pour quelque chose. La parole est au président Bourlanges pour 3 minutes. Oui, 3 brèves remarques. Je crois que la NUPES est une luxation. C'est comme une épaule qui est démise, ça ne devrait pas avoir lieu, et ça a lieu, et il faut savoir pourquoi ça a lieu. Ça a lieu pour 2 raisons. Ça a eu lieu pour 2 raisons. La première, c'est que le macronisme ne s'est pas assumé, le macronisme de gauche ne s'est pas assumé en tant que tel. Il y a un macronisme de gauche indiscutable. Le macronisme est plutôt favorable au libéralisme culturel, très résolument multilatéraliste, très favorable à l'État-providence, à l'économie de marché, mais la social-démocratie aussi. Donc, ça dessinait, et à qui est la transition écologique, ça dessinait une idéologie de gauche qui ne s'est pas assumée pour des raisons internes. Le président Macron n'a pas voulu qu'il y ait une sorte d'autonomie. Le Drian aurait pu le faire avec du SOP. Ils ont été réduits à peu de choses. Et donc, le macronisme est apparu comme une espèce d'aval-fumée idéologique. Il y avait une idéologie de gauche qui a été avalée, qui a disparu, et donc un vide qui devait être occupé et qui a laissé la gauche démocratique, la gauche classique, la gauche social-démocrate en état de déshérence. Deuxième cause, très importante, le mode de scrutin. Je crois que les gens ont tout à fait tort de dire qu'on est arrivé à un résultat comparable à ce qu'aurait été la proportionnelle, parce qu'on a simplement une chambre relativement émiettée, fragmentée actuellement. En réalité, la logique fondamentale du scrutin majoritaire à 2 tours a joué. C'est-à-dire qu'on a eu une polarisation artificielle autour du parti hégémonique qui était LFI, qui était plus puissant compte tenu des contre-performances d'Hidalgo, etc., qui a donc entraîné une mainmise idéologique qui est artificielle. Et on retrouve cette situation artificielle, et demain, d'ailleurs, à droite, le même système pourrait produire une hégémonie. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicole, qui s'inquiète d'une prise en main de la politique française par le Rassemblement national, qui pourrait profiter au Rassemblement national. Donc là, le scrutin majoritaire à 2 tours a fonctionné parfaitement. Et là, on se retrouve, et c'est là où je vous rejoins sur la question européenne, on voit bien que tout ça est absurde, parce que ces gens sont, vous l'avez dit parfaitement, etc., sont en désaccord sur tout, et ils se retrouvent confrontés à l'enjeu, au seul enjeu électoral qui soit devant nous, qui est l'enjeu européen. Et là, on risque, si c'est maintenu, de retourner à ce qui est une véritable régression intellectuelle. Car que s'est-il passé aux dernières élections européennes ? Pour la première fois, on a eu une répartition des votes et des alliances conformes à l'enjeu européen. On n'a pas eu un faux combat droite contre gauche, une droite en réalité divisée sur les enjeux européens face à une gauche également divisée sur les enjeux européens. On a eu un grand centre pro-européen et aux 2 ailes, un mouvement anti-européen. Ce qui est sain en soi, parce que ça correspond au véritable clivage du pays sur les enjeux fondamentaux, économiques, sociaux, multilatéraux. Et voilà. Et là, si on revient
à une situation artificielle, c'est-à-dire si on dit à Monsieur Jadot, aux sociodémocrates socialistes, vous vous mettez sur la même ligne que le souverainisme très agressif et très anti-européen, comme il a été rappelé par Marc-Olivier tout à l'heure, de LFI, on est à nouveau dans une espèce de régression intellectuelle. Donc il faut souhaiter, et là le mode de scrutin est proportionnel, que ça favorise effectivement cette reclassification des forces sur de véritables enjeux et non pas sur des commodités tactiques électorales. Il faut peut-être s'étonner, s'inquiéter, s'attrister aussi du fait que le ton dont parlait, je crois, Nicole tout à l'heure, donné par LFI à l'Assemblée nationale, a déteint sur beaucoup, et qu'on est frappé d'entendre peu de gens qui ne sont pas de LFI, qui en sont même les adversaires, leur répondre sur un ton qui est le ton de l'argumentation, et que très rapidement, ça tourne court et ça devient une espèce de pugilat, de cours de récréation qui est, en effet, pas seulement pour nos amis d'autres pays. Est-ce que c'est Boyard qui a déteint sur Hanouna, ou Hanouna exactement. qui a déteint sur Boyard? C'est une bonne En tout question. cas, le Non. mélange des couleurs est assez redoutable. Il est clair qu'ils sortaient tous les deux du même lit. Oui. D'ailleurs, ils avaient tous les deux été associés à cette émission que je ne qualifie pas avant que l'un des deux devienne député. Mais voilà. Et l'autre tribun. Comment disait, et l'autre très bien, comment disait-on du temps de Pompidou et Poher, bonnet blanc et blanc bonnet. Nous sommes arrivés maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves que j'ouvrirai brièvement en recommandant chaleureusement le livre pas tout à fait récent, mais néanmoins pas très ancien non plus, de Françoise Hildesheimer, la biographie de Richelieu parue chez Flammarion. Je trouve que c'est d'abord avoir réussi, alors je sais d'autres historiens le font, mais elle se classe parmi les historiens qui sont capables de maîtriser une bibliographie et une compilation des archives absolument considérable pour donner en même temps et de l'homme et de la période la vision, de mon point de vue, une vision en tout cas, j'allais dire la plus fine, peut-être c'est m'avancer beaucoup, mais une vision extrêmement fine de l'homme d'État, du prêtre, qu'il est, ce qu'on oublie ou qu'on ne sait pas, et aussi de cette légende de l'homme rouge à laquelle Michelet avait entre autres puissamment contribué, mais pas seulement, et Victor Hugo, qu'on voit passer comme ça au fond de Marion Delorme, juste pour jeter tout ce qui peut nuire aux uns et aux autres, et d'une carrière qui a été extrêmement mouvementée et extrêmement fragile jusqu'à la fin, et François Hildesheimer en profite aussi pour contribuer à la réhabilitation de Louis XIII, peut-être pas comme homme, mais en tout cas sûrement comme monarque. Marc-Olivier Padis. Je voudrais parler aussi d'un essai historique, donc un livre de Laurence Fontaine, qui est historienne et directrice d'études, directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales, Vivre pauvre, dans la collection NRF Essais chez Gallimard. C'est un livre tout à fait passionnant qui suit en fait deux projets. D'une part, elle travaille sur un fonds d'archives qui n'avait pas été remarqué jusqu'à présent. Vous savez qu'au cours du XVIIIe, les académies des sciences, arts et belles-lettres régionaux aimaient bien lancer des concours, puisque Rousseau s'est fait connaître comme ça en répondant à un concours. Et celle de Chalon-sur-Marne, en 1777, avait lancé ce concours demandant à réfléchir sur les moyens de détruire la mendicité en rendant les mendiants utiles à l'État sans les rendre malheureux. Et ce concours a reçu 125 réponses, ce qui est en fait la plus abondante production de ce type de concours des académies au cours du XVIIIe siècle. Et donc, Laurence Fontaine analyse les 125 réponses à cette question intéressante. Mais ce qui est original aussi, donc au-delà de ce travail historique sur des archives, c'est qu'elle fait ça avec une perspective qu'indique le sous-titre, qui est « Quelques enseignements tirés de l'Europe des Lumières », parce que le point de vue qu'elle défend, c'est qu'il faut s'intéresser à la pauvreté, pas seulement comme une situation de domination sociale, mais aussi en essayant de comprendre quelles sont les stratégies mises en œuvre par les populations les plus pauvres pour sortir de leurs difficultés et de leurs conditions. Et pour cela, elle s'appuie sur les travaux du grand économiste d'origine indienne Amartya Sen, qui a mis en valeur le fait que les acteurs économiques sont pas simplement dans des situations de domination, mais qu'ils ont aussi des capacités qu'ils mettent en œuvre pour répondre, dit Laurence Fontaine, à la situation de risque
permanent à laquelle ils sont confrontés et ils développent des stratégies. Ils ont des capacités, des compétences, ils font des choses et pour cela, souvent, l'accès au marché est un moment stratégique de leur manière de sortir de la pauvreté ou d'essayer de lui échapper. Donc c'est un essai tout à fait original, à la fois historique et avec des résonances contemporaines. Isabelle de Goldman. Oui, alors moi je voulais recommander à nos auditeurs le dernier petit essai d'Olivier Roy, au titre plein d'espérance, parce que ça s'appelle L'aplatissement du monde. La crise de la culture et l'empire des normes, dit-il en dessous. Alors, au début, je me suis dit, bon, Olivier Roy, on le connaît bien, je me suis dit, ça va être encore quelque chose, allez, là, c'est la fin de la grande culture, etc. Non, c'est assez stimulant, parce qu'Olivier Roy, il avait fait tout un travail sur les religions, qui s'appelait La Sainte Ignorance, qui est un remarquable livre, où il expliquait comment la religion mondialisée, en finalement coupant la religion de la culture, aboutissait au fondamentalisme. Et là, il applique cette grille à l'ensemble de nos schémas sociaux, notamment la crise des universités, la crise de la culture un peu classique, etc. Et c'est drôlement intéressant. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions parce que finalement, cette crise de la culture, elle s'accompagne paradoxalement d'une augmentation énorme des normes. Et voilà, donc il fait cette balance et donc je recommande ce petit livre. Nicole Lisoto. Oui, moi je recommande un grand livre, à la fois par la taille Petit et livre par par la taille. l'intérêt, qui est le dernier ouvrage de Daniel Cohen, Homo Numericus, chez Albin Michel, sous-titré La civilisation qui vient, civilisation entre guillemets, ce qui montre déjà l'inquiétude de l'auteur. Alors Daniel Cohen, après beaucoup d'ouvrages, continue son interrogation sur le capitalisme. Après le capitalisme industriel, le capitalisme financier, il en vient maintenant au capitalisme numérique, et c'est toujours avec énormément d'intelligence et de clarté. Et il y a deux choses, moi, que je retiens de cet ouvrage. La première, qui est qu'il montre ce que l'on sait déjà, mais enfin il le montre avec énormément de brillance, que après avoir produit des biens et des services, le capitalisme aujourd'hui consomme de l'humain, et en particulier de l'imaginaire humain, commercialise l'imaginaire humain. Mais la deuxième chose qu'il montre, et ça c'est beaucoup plus intéressant, il montre à quel point le développement du capitalisme numérique est lié à la destruction systématique des institutions qui ont accompagné le capitalisme industriel, c'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, toute la démocratie que l'on a connue. Et il fait ce lien entre la crise de la démocratie et la montée du capitalisme numérique que je trouve très, très novateur et très intéressant. Jean-Louis Bourlange. Oui, notre ami Jean-Claude Casanova a décidé de faire quelque chose de très utile, qui est de reprendre les écrits épars de Raymond Aron et de les classer par thème. Il a publié il y a quelques années un Marx de Raymond Aron, que Raymond Aron n'a jamais conçu comme un livre, mais qui réunit tous les grands textes de Aron sur Marx, et il vient de faire exactement la même chose sur le général de Gaulle. On a donc, grâce à Jean-Claude Casanova, un de Gaulle par Raymond Aron. Et je crois, enfin pour moi, c'est deux figures qui ont vraiment dominé ma jeunesse, de Gaulle et Raymond Aron, et c'est extraordinairement intéressant. Il y a un parallélisme, il y a une gémellité des destins. Aron suit de Gaulle, va à Londres au même moment que de Gaulle. Il est totalement solidaire du combat des Alliés, mais en décalage par rapport à la France libre. Il se retrouve directeur de cabinet de Malraux, ministre de l'Information à la Libération. Il adhère au RPF parce qu'il est profondément solidaire de la croisade anticommuniste. Il est sur l'Algérie comme de Gaulle, et au même moment que lui, il estime très vite qu'il faut en finir tôt ou tard avec l'Algérie, ce qui était un combat extrêmement difficile. Donc tout cela l'accompagne. Il a cette rupture très importante sur la guerre des 6 jours, mais en même temps, on voit bien qu'il y a toute une critique. C'est une démarche très profondément différente de celle du général de Gaulle. Pour dire les choses, Raymond Aron est un classique qui veut construire un ordre international. Le général de Gaulle est un baroque qui chérit le mouvement, les changements, l'instabilité, le jeu, etc. Ce sont des esprits très différents, mais ce regard, c'est comme Beuve-Méry et de Gaulle, sur un autre plan, et sans doute plus lesté intellectuellement que l'opposition Beuve-Méry de Gaulle. C'est deux personnages qui
qui, dans le domaine du pouvoir pour l'un et dans le domaine de la pensée de l'autre, ont vraiment dominé l'après-guerre en France. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui, comme je l'ai dit, en assure le compendium auquel vous pouvez désormais vous abonner gratuitement, Olivier Magloire, qui veille à notre plateforme de financement, tandis que Nicolas Tourneau veille à notre site, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, qui produisent cette émission, et Adrien Beccaria, qui l'a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain épisode de notre conversation avec Nicolas Lormeau, et dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.